Une petite fille a porté un manteau pendant 40 jours d'affilée. L'institutrice découvre la raison, verrouille la porte de la classe et appelle le 15 en panique. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Ce récit touchera votre cœur d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Commençons. Monique Dubois avait enseigné pendant 37 ans avant de prendre sa retraite. Mais à 64 ans, elle se retrouvait de nouveau dans une salle de classe à l'école primaire Les Tilleuls à L'Isle-sur-la-Sorgue, en tant qu'institutrice remplaçante. La douce lumière d'un matin d'automne provençal filtrait à travers les hautes fenêtres, baignant la salle de classe d'une lueur dorée. 23 élèves de CE2 s'installaient bruyamment à leur pupitre en bois, leur voix s'élevant en un joyeux brouhaha de récits d'aventures du week-end et de devoirs oubliés. L'air sentait la craie, le papier et ce parfum indéfinissable de l'enfance. Pourtant, une élève a immédiatement capté l'attention de Monique. Manon Leclerc, une fillette de 8 ans, était assise dans le coin le plus reculé, emmitouflée dans un manteau duveteux rose vif qui semblait bien trop chaud pour la salle de classe déjà chauffée par le soleil matinal. Monique adressa un sourire chaleureux à la petite fille aux cheveux blonds et blés, tirée en une simple queue de cheval. Sa silhouette était menue, presque fragile sous l'épaisseur du vêtement. « Bonjour, Manon », dit doucement Monique, sa voix empreinte de la bienveillance de décennies passées auprès des enfants. « Voudrais-tu accrocher ton manteau au porte-manteau » Manon secoua vivement la tête, ses grands yeux bleus fixés sur son pupitre. Elle resserra le manteau autour de son petit corps comme si c'était une forteresse. « J'ai encore froid, Madame Dubois », murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. Monique hocha la tête, comprenant qu'il ne fallait pas insister. Elle continua sa routine matinale, distribuant les cahiers et commençant la leçon de français. Cependant, tout au long de la journée, son regard revenait sans cesse vers Manon. La fillette n'enlevait jamais son manteau. Ni pendant les leçons de mathématiques, où elle traçait des chiffres avec une concentration farouche. Ni pendant l'heure d'art plastique, où ses manches risquaient de tremper dans la peinture. Pas même pendant l'après-midi, lorsque la chaleur s'intensifia et que d'autres enfants demandaient à ouvrir les fenêtres. Pendant la récréation, alors que ses camarades couraient et criaient dans la cour ensoleillée, Manon restait assise seule sur un banc, serrant son manteau comme un doudou précieux. Monique s'approcha avec précaution, s'asseyant à côté d'elle. Le silence entre elles était doux, rythmé par les cris joyeux des autres enfants. « C'est un très beau manteau, Manon. Le rose est une couleur ravissante, » dit Monique d'une voix apaisante. Les yeux de Manon s'illuminèrent d'une lueur fugace. « C'est maman qui me l'a donné. Elle a dit qu'il me garderait en sécurité et au chaud, quoi qu'il arrive. » Cela ressemble à quelque chose qu'une maman aimante dirait, répondit Monique, remarquant la façon dont les mains fines de Manon agrippaient les bords du tissu. « Où est ta maman maintenant » Le sourire de Manon s'évanouit aussitôt, remplacé par une expression grave. Elle a dû partir pour son travail. Un travail très important. Mais elle reviendra quand elle aura fini. Quelque chose dans le ton de la fillette, un optimisme forcé et presque récité, fit tressaillir le cœur de Monique. En tant que grand-mère, elle reconnaissait cette tentative désespérée des enfants de se convaincre eux-mêmes que tout allait bien. Au cours des jours suivants, Monique observa Manon plus attentivement. La petite était brillante. Ses compétences en lecture étaient bien au-dessus de la moyenne de sa classe, et ses exercices de mathématiques étaient impeccables. Mais elle était incroyablement silencieuse, chuchotant toujours ses réponses, comme si elle avait peur de prendre de la place. Et Monique remarqua autre chose, elle ne prenait jamais son déjeuner à la cantine scolaire. « Manon, ma chérie, veux-tu que je t'aide à prendre un plateau ?» lui proposa Monique un après-midi, alors que l'odeur du repas chaud emplissait les couloirs. « Non merci, Madame Dubois. Je n'ai pas vraiment faim aujourd'hui, » répondit Manon. C'était la même réponse qu'elle donnait chaque jour. Mais l'œil exercé de Monique décela un autre détail. Bien qu'elle portât le même manteau rose depuis 3 semaines, Manon était méticuleuse quant à son hygiène. Ses cheveux étaient toujours propres et soigneusement brossés. Son visage était lavé, et ses fournitures scolaires parfaitement organisées sur son pupitre. Un vendredi après-midi, alors que les enfants travaillaient calmement sur des projets artistiques, Manon commença enfin à avoir chaud. Elle jeta un coup d'œil autour de la salle de classe animée, s'assurant que personne ne la regardait, puis commença lentement à défaire la fermeture éclair de son précieux manteau rose. Monique aidait un autre élève à mélanger des couleurs. Lorsqu'elle releva la tête et vit Manon, le manteau entrouvert,
ce que Monique aperçut en dessous lui coupa le souffle et fit trembler ses mains. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle se dirigea rapidement vers la porte de la classe, la verrouilla discrètement, son esprit s'emballant face à une terrible prise de conscience qui allait changer leur deux vies à jamais. Qu'est-ce que Monique avait vu qui l'avait poussée à verrouiller la porte de la salle de classe? La vérité vous choquera plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais d'abord, dites-moi, combien de caractères voudriez-vous pour le chapitre 2? Le cœur de Monique battait à tout rompre tandis qu'elle s'approchait silencieusement du pupitre de Manon, s'efforçant de garder une expression calme. Ce qu'elle avait entrevu sous ce manteau rose l'avait secoué jusqu'au plus profond de son être. Manon était d'une maigreur choquante, presque diaphane, comme si elle n'avait pas mangé correctement depuis des semaines, voire des mois. « Manon, ma puce », murmura doucement Monique en s'agenouillant à côté du pupitre de l'enfant pour être à sa hauteur. « Comment te sens-tu aujourd'hui » Manon, prise de panique, remonta vivement la fermeture éclair de son manteau, ses joues s'empourprant. « Je vais bien, Madame Dubois. J'ai juste de nouveau froid. » L'œil exercé de Monique remarqua comment l'uniforme scolaire de la fillette flottait sur son petit corps et comment ses poignets semblaient si délicats lorsqu'il dépassait des manches de son manteau. En tant qu'enseignante ayant vu passer des milliers d'enfants au fil des ans, Monique savait que quelque chose n'allait pas du tout. « Manon, est-ce que tu prends ton petit déjeuner le matin » demanda Monique d'une voix douce. « Parfois » répondit Manon, évitant le regard de son institutrice. « Mamie Jacqueline oublie des choses des fois, mais ce n'est pas grave. Je suis douée pour prendre soin de moi. » Le cœur de Monique se serra. « Parle-moi de Mamie Jacqueline, ma chérie. Elle habite avec toi ?» Manon hocha la tête avec empressement. « Elle est très gentille, mais elle s'embrouille avec les choses. Comme hier, elle a cru que j'étais maman quand elle était petite, et parfois elle oublie d'aller faire les courses. » Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Monique. Elle avait travaillé avec suffisamment de familles en difficulté pour reconnaître les signes. Manon essayait clairement de protéger quelqu'un qu'elle aimait, même si cela signifiait se priver de repas. « Manon, qu'as-tu mangé pour le dîner hier soir » demanda prudemment Monique. Manon réfléchit un instant, ses sourcils froncés. « On a partagé des biscuits salés et Mamie Jacqueline a fait du thé. Elle fait du très bon thé. » L'estomac de Monique se noua. Des biscuits et du thé ne constituaient pas un dîner pour un enfant en pleine croissance. Elle jeta un coup d'œil au cartable de Manon et remarqua qu'il semblait pratiquement vide. Pas de boîte à goûter, pas de collation, rien qui suggérait un foyer bien approvisionné. « Ma puce, voudrais-tu m'aider dans la classe après l'école aujourd'hui ? J'ai des sandwichs en trop de mon déjeuner que je détesterais voir se perdre. » Les yeux de Manon s'illuminèrent d'une faim authentique avant qu'elle ne se reprenne. « Je devrais probablement rentrer pour voir comment va Mamie Jacqueline. Elle s'inquiète quand je suis en retard. » « Bien sûr, » dit Monique doucement. « Mais peut-être pourrais-tu emporter un sandwich pour plus tard. Je prépare toujours trop de nourriture. » Manon hocha timidement la tête, et Monique ressentit une petite victoire. Mais en observant la fillette pendant le reste de la journée, elle remarqua d'autres signes inquiétants. Manon semblait fatiguée, posant souvent sa tête sur son pupitre. Sa prise sur son crayon était faible, et elle semblait manquer de l'énergie débordante des autres enfants. Après l'école, alors que Monique emballait le sandwich promis dans une serviette en papier, elle prit une décision qui allait tout changer. Elle recopia discrètement l'adresse de Manon depuis les dossiers de l'école et décida qu'elle devait voir la situation de ses propres yeux. « Madame Dubois », la voix de Manon était à peine un murmure alors qu'elle s'approchait du bureau. « Oui, ma chérie. Merci d'être gentille avec moi. La plupart des gens ne me voient pas vraiment. » Le cœur de Monique se brisa un peu plus. « Manon, ma chérie, il est impossible de ne pas te voir. Tu es une fille brillante et magnifique qui mérite qu'on prenne soin d'elle. » Alors que Manon s'éloignait, le sandwich serré dans ses petites mains, Monique se fit une promesse. Quoi qu'il se passe dans la vie de cette petite fille, elle allait le découvrir, et elle allait l'aider. Mais Monique n'avait aucune idée que la vérité qui l'attendait serait plus compliquée et déchirante qu'elle ne pouvait l'imaginer. Monique est sur le point de faire une découverte qui va bouleverser cette affaire. Mais la question demeure, que se passe-t-il réellement chez Manon ? Et pourquoi a-t-elle si peur de laisser quiconque voir ce qu'il y a sous ce manteau rose ? Ce soir-là, Monique conduisait lentement dans la rue des Acacias,
suivant l'adresse qu'elle avait recopiée du dossier scolaire de Manon. Le quartier était calme, avec des maisons modestes qui avaient connu des jours meilleurs. Quand elle trouva le numéro 847, son cœur se serra. La petite maison bleue semblait oublier du temps. La peinture s'écaillait des volets, le porche d'entrée s'affaissait légèrement et le jardin était envahi par les mauvaises herbes. Plus inquiétant encore, tous les rideaux étaient tirés, donnant à la maison l'apparence de se cacher du monde. Monique resta assise dans sa voiture pendant plusieurs minutes, rassemblant son courage. Elle avait enseigné dans des écoles de quartier difficiles auparavant et comprenait que la pauvreté ne définissait pas la valeur d'une famille. Mais quelque chose dans cette maison était différent. Elle semblait solitaire. Prenant une profonde inspiration, elle remonta le trottoir fissuré et frappa doucement à la porte d'entrée. Après une longue pause, elle entendit des pas traînants. La porte s'entr'ouvrit, ne révélant qu'une paire d'yeux bleus, larmoyants et confus. « Bonjour », dit chaleureusement Monique. « Je suis Madame Dubois, l'institutrice de Manon à l'école Les Tilleuls. Êtes-vous mamie Jacqueline ?» La femme âgée, qui semblait avoir près de 80 ans, ouvrit la porte plus largement. Elle portait une robe de chambre à fleurs délavées et des chaussons duveteux, ses cheveux gris en désordre. « Manon », dit Jacqueline Fournier, sa voix incertaine. « A-t-elle des ennuis ? C'est une si bonne fille. Elle s'occupe de tout ici. » Le cœur de Monique se serra en entendant ces mots. Non, elle n'a aucun problème. Manon est merveilleuse. Je voulais juste voir comment vous alliez toutes les deux. Jacqueline parut confuse, regardant autour d'elle comme si elle n'était pas sûre de l'endroit où elle se trouvait. J'étais justement en train de préparer le dîner. Voulez-vous un peu de thé ? Manon adore l'heure du thé. C'est très gentil, répondit Monique doucement. Manon est-elle à la maison ? Elle devrait bientôt rentrer de l'école, dit Jacqueline, bien qu'il fût déjà l'heure du dîner. Elle est très responsable. Parfois, j'oublie des choses, mais Manon se souvient toujours de tout. Monique suivit Jacqueline dans le petit salon, remarquant immédiatement à quel point la maison était froide. Les meubles étaient vieux mais propres, et tout était bien rangé, clairement l'œuvre de Manon. « Madame, je suis désolée. Quel est votre nom de famille déjà ? » demanda Jacqueline en s'installant dans un fauteuil usé. « Dubois. Je suis l'institutrice remplaçante de Manon. » « Oh, oui. Manon adore l'école. Elle est si intelligente, tout comme sa mère l'était. » Les yeux de Jacqueline devinrent lointains. « Sandrine allait devenir infirmière, vous savez. Elle aidait toujours les gens. »« Où est Sandrine maintenant ? » demanda prudemment Monique. L'expression de Jacqueline devint trouble. Elle a dû partir pour son travail. Un travail important qui ne pouvait pas attendre. Elle fit une pause, l'air confuse. Ou bien. Je ne me souviens plus très bien. Manon sait. Manon se souvient de tout. Juste à ce moment-là, ils entendirent une clé dans la serrure de la porte d'entrée. Manon entra, portant toujours son manteau rose, avec son petit cartable et le sandwich que Monique lui avait donné. « Mamie Jacqueline, je suis rentrée », appela joyeusement Manon, mais elle s'arrêta net en voyant Monique. « Madame Dubois, qu'est-ce que vous faites ici ? » « Je rendais juste visite à ta grand-mère, » dit Monique doucement. « Elle est très gentille. » Manon évalua rapidement la situation, l'état confus de sa grand-mère, la maison froide, une enseignante dans son salon. Monique pouvait voir l'esprit de la petite fille travailler, essayant de comprendre comment gérer ce nouveau développement. « Mamie Jacqueline, as-tu pensé à déjeuner aujourd'hui ? » demanda gentiment Manon, aidant sa grand-mère à se lever du fauteuil. « Je crois bien, ma chérie. » Ou peut-être que c'était hier, répondit Jacqueline, s'appuyant lourdement sur la petite silhouette de Manon. Monique regarda, stupéfaite, Manon, 8 ans, guider sa grand-mère vers ce qu'elle supposait être la cuisine, parlant d'un ton apaisant et patient qui lui rappelait une infirmière avec un patient bien-aimé. C'est à ce moment-là que Monique comprit la vérité qui allait tout changer. Manon n'était pas seulement une enfant qui avait faim. C'était une petite fille qui portait le fardeau de s'occuper de quelqu'un qui ne pouvait plus prendre soin d'elle-même. Et demain, Monique découvrirait à quel point ce fardeau était lourd. La vérité sur la situation de Manon est plus complexe que quiconque ne l'imaginait. Mais il y a encore un secret choquant qui laissera Monique remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir.
Le lendemain matin, Monique arriva tôt à l'école, l'esprit rempli des images de sa visite chez Manon. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon naturelle dont Manon s'était occupée de sa grand-mère, parlant avec la patience d'une personne bien plus âgée que ses 8 ans. Lorsque Manon arriva à l'école, toujours emmitouflée dans son manteau rose, Monique remarqua des cernes sombres sous les yeux de la petite fille. « Bonjour, ma puce. As-tu bien dormi ?» demanda doucement Monique. « Bien, » répondit automatiquement Manon. Mais Monique pouvait voir qu'elle était fatiguée. « Merci pour le sandwich d'hier. Mamie Jacqueline et moi l'avons partagé pour le dîner. » Le cœur de Monique se serra. Un sandwich partagé entre 2 personnes pour le dîner n'était pas suffisant. Elle se promit mentalement d'emporter de la nourriture supplémentaire aujourd'hui. Pendant l'heure de lecture matinale, alors que les autres enfants travaillaient en autonomie, Monique prit Manon à part dans le coin lecture. « Manon, je me demandais si tu pouvais m'aider à comprendre quelque chose, » commença Monique avec précaution. « Quand ta maman est partie pour son travail important, a-t-elle dit quand elle pourrait revenir ?» Les petites mains de Manon tripotaient la fermeture éclair de son manteau. Elle a dit que ça pourrait prendre un certain temps. Elle avait des problèmes à résoudre d'abord. Mais elle a promis qu'elle reviendrait quand tout serait réglé. Quel genre de problème ? Demanda Monique doucement. Manon haussa les épaules, paraissant soudain beaucoup plus jeune. Des problèmes d'adultes ? Des problèmes d'argent ? Je crois qu'elle s'inquiétait toujours pour l'argent. Monique sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température de la salle de classe. Manon, depuis combien de temps ta maman est-elle partie ? Manon réfléchit attentivement, comptant sur ses doigts. C'était avant la fin des vacances d'été, donc peut-être 4 mois. 4 mois. L'instinct d'enseignante de Monique s'activa. Une mère responsable ne laissait pas une enfant de 8 ans s'occuper d'une femme âgée avec des problèmes de mémoire évidents pendant 4 mois, quelle que soit l'urgence professionnelle. Et pendant tout ce temps, ta maman n'a pas appelé ni rendu visite ? Insista gentiment Monique. Elle ne peut pas appeler en ce moment, dit rapidement Manon, sa voix prenant cette gaieté forcée que Monique avait appris à reconnaître. Elle est très occupée par son travail, mais elle m'a laissé des instructions très claires sur la façon de prendre soin de mamie Jacqueline. Je suis très doué pour suivre les instructions. L'œil expérimenté de Monique perçut la qualité répétée des mots de Manon. Quelqu'un avait coaché cet enfant sur ce qu'il fallait dire au sujet de sa mère absente. Manon, ma chérie, quel est le nom complet de ta maman ? Peut-être que je pourrais t'aider à la contacter. Sandrine Leclerc, répondit Manon. Mais Madame Dubois, il ne faut vraiment pas la déranger en ce moment. Son travail est très important. Cet après-midi-là, pendant sa pause déjeuner, Monique décida de faire quelques recherches. Elle se rendit au secrétariat de l'école et demanda à utiliser l'ordinateur, prétextant devoir chercher des ressources pour une famille en difficulté. Ce qu'elle découvrit lui serra l'estomac. Une recherche rapide sur Sandrine Leclerc révéla un article de journal datant de 5 mois. Une femme de la région condamnée pour fraude au chèque. Sandrine Leclerc écope d'une peine de 18 mois de prison. Monique fixa l'écran, sous le choc. L'article comprenait une photo d'une jeune femme qui ressemblait à Manon, mais avec des cheveux plus foncés. Sandrine Leclerc avait été condamnée pour avoir émis des chèques sans provision pour payer l'épicerie et les factures. Le juge avait fait preuve de clémence en raison de sa situation de mère célibataire s'occupant à la fois d'un enfant et d'un parent âgé. Mais voici la partie la plus choquante. Selon l'article, Sandrine avait spécifiquement demandé que la vérité sur sa destination ne soit pas révélée à sa fille. Elle s'était arrangée pour que Manon croie qu'elle était partie pour un travail important. Monique se renversa sur sa chaise, l'esprit en ébullition. Manon ne savait pas que sa mère était en prison. Elle s'occupait seule de sa grand-mère depuis 4 mois, croyant que sa mère reviendrait une fois son travail terminé. Mais si Manon ne connaissait pas la vérité, qui les avait aidées ? Qui s'assurait qu'elles avaient de la nourriture, l'électricité, des soins médicaux ? En rentrant chez elle ce soir-là, Monique réalisa que l'histoire de Manon était bien plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'une enfant affamée. Il s'agissait d'une petite fille qui était devenue le chef de sa famille sans même savoir pourquoi. Demain, Monique devrait décider quelle part de la vérité révéler et si le fait de la connaître aiderait Manon ou la blesserait encore plus. Ce manteau cachait bien plus qu'un petit corps frêle.
Il cachait un secret qui pouvait tout changer. Monique connaît maintenant la vérité sur la mère de Manon, mais elle est sur le point de découvrir que la véritable histoire est encore plus déchirante qu'elle ne l'aurait imaginé. Monique passa une nuit blanche à penser à la situation de Manon. Comment pouvait-elle aider sans trahir la confiance de l'enfant? Comment dire à une fillette de 8 ans que sa mère est en prison alors que l'enfant la croit partie travailler? Le lendemain matin, Monique prit une décision. Elle prépara son sac de déjeuner avec 2 fois plus de nourriture que d'habitude, des sandwichs, des fruits, des biscuits et des briques de jus. Quand Manon arriva à l'école, Monique l'attendait avec un sourire chaleureux. « Manon, j'ai une faveur à te demander, » dit doucement Monique. « Je prépare toujours trop de nourriture et je déteste gaspiller. Ça ne te dérangerait pas de m'aider en emportant un peu à la maison? Peut-être que mamie Jacqueline apprécierait des fruits frais. » Les yeux de Manon s'illuminèrent à la mention de nourriture pour sa grand-mère. « Elle adore les pommes, » dit-elle doucement. Elle parle toujours de la tarte aux pommes que sa mère lui préparait. Tout au long de la journée, Monique observa Manon plus attentivement. Elle remarqua comment la petite fille gardait la moitié de chaque collation, l'enveloppant soigneusement dans des serviettes en papier. Elle vit comment les vêtements de Manon, bien que propres, devenaient de plus en plus amples semaine après semaine. Et le plus déchirant de tout, elle observa comment Manon avait assumé des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait porter seul. Pendant l'heure d'art plastique, Manon dessina une image de 3 personnes se tenant la main devant une maison. Quand Monique l'interrogea, Manon pointa chaque personnage du doigt. « Ça, c'est moi, ça c'est mamie Jacqueline, et ça c'est maman quand elle rentrera du travail, » expliqua Manon. « On habitera de nouveau tous ensemble, et tout sera parfait. » Le cœur de Monique se serra face à l'innocence dans la voix de Manon. « Ma puce, est-ce que tu t'inquiètes parfois pour ta maman pendant qu'elle est partie ?» Manon hocha la tête, son petit visage sérieux. « Parfois, la nuit, je me demande si elle va bien. Mais ensuite, je me souviens qu'elle est très forte et intelligente. Elle m'a dit que prendre soin de mamie Jacqueline était le travail le plus important au monde et qu'elle me faisait confiance pour le faire jusqu'à son retour. C'est une très grande responsabilité pour quelqu'un de ton âge, » dit Monique avec précaution. « Mais je suis douée pour ça, » répondit Manon avec une fierté tranquille. « Je sais faire du thé et des toasts. Je me souviens quand mamie Jacqueline doit prendre ses médicaments, et je sais comment appeler le 15 en cas d'urgence. Maman m'a tout appris avant de partir. » Monique ressentit un mélange d'admiration et d'inquiétude. Sandrine Leclerc avait clairement préparé sa fille du mieux qu'elle pouvait, mais aucune enfant de 8 ans ne devrait gérer seule les soins d'une personne âgée. Cet après-midi-là, après l'école, Monique rendit une autre visite à la maison de la rue des Acacias. Cette fois, elle apporta des provisions. « Madame Fournier » appela-t-elle doucement après avoir frappé. Jacqueline répondit à la porte, l'air encore plus confuse que la veille. « Oh, bonjour, ma chère. Vous venez voir Manon? C'est une si bonne fille. Elle prend si bien soin de moi. J'ai apporté quelques courses, » dit doucement Monique. « J'ai pensé que vous et Manon pourriez les apprécier. » Les yeux de Jacqueline se remplirent de larmes. « C'est si gentil de votre part. Avant, j'allais moi-même faire les courses, mais dernièrement, je ne me souviens plus où sont les choses. Manon essaie d'aider, mais elle est si petite pour porter des sacs lourds. » Alors que Monique aidait à ranger les provisions, elle remarqua que le réfrigérateur était presque vide, à l'exception d'une brique de lait périmé et de quelques bouteilles de condiments. « Jacqueline, quand est-ce que quelqu'un de la famille de Manon est venu vous voir pour la dernière fois? » demanda Monique. Jacqueline parut perplexe. « La famille? Eh bien, il y a Sandrine, mais elle est partie, et ma sœur habite si loin. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre sache que nous sommes ici. » Le cœur de Monique se serra davantage. Manon et Jacqueline étaient complètement seules, sans système de soutien, sans famille élargie pour prendre de leurs nouvelles, sans services sociaux pour les aider. Quand Manon rentra de l'école, elle trouva Monique et sa grand-mère assises ensemble dans le salon. Son petit visage montrait un mélange de gratitude et d'inquiétude. « Madame Dubois nous a apporté des courses, ma chérie, » dit joyeusement Jacqueline. Manon regarda Monique avec des yeux bien trop sages pour son âge. « Oh, merci, » murmura-t-elle. « Mais pourquoi nous aidez-vous? Les gens ne nous remarquent généralement pas. » Monique s'agenouilla au niveau des yeux de Manon. « Parce que tout le monde mérite d'être remarqué, Manon, et tout le monde mérite de l'aide quand il en a besoin.
Mais en rentrant chez elle ce soir-là, Monique réalisa que les provisions et les sandwichs supplémentaires ne suffiraient pas. Manon avait besoin de plus d'aide qu'une seule institutrice ne pouvait en fournir, et le temps pressait. Demain, elle devrait prendre des décisions très difficiles sur jusqu'où elle était prête à aller pour sauver cette extraordinaire petite fille. Monique est sur le point de faire un pas qui changera leur deux vies pour toujours. Mais ce qu'elle découvrira ensuite révélera la vérité la plus choquante à ce jour. Cette nuit-là, Monique était assise seule dans sa maison silencieuse, tenant une photographie qu'elle gardait dans un tiroir de sa cuisine. Sur la photo, une jeune fille aux boucles blondes souriait vivement, vêtue d'une robe rose et tenant un éléphant en peluche. Chloé Dubois aurait eu 38 ans maintenant. Les mains de Monique tremblaient alors que les souvenirs affluaient. Chloé avait tout juste 8 ans, l'âge exact de Manon, quand elle avait commencé à perdre du poids rapidement. Pendant des mois, les médecins n'avaient pas pu expliquer pourquoi une enfant si brillante et active devenait si maigre et faible. C'est juste une mangeuse difficile, avait dit un médecin. Les enfants traversent des phases. Mais Monique connaissait sa fille. Chloé avait toujours bien mangé, avait toujours été énergique et pleine de vie. Quelque chose n'allait pas du tout, et Monique s'était battue désespérément pour trouver des réponses. Au moment où ils découvrirent que Chloé souffrait d'une maladie métabolique rare qui empêchait son corps de traiter correctement les nutriments, il était trop tard. La petite fille, qui aimait les robes roses et les jouets éléphants, s'éteignit doucement dans son sommeil un mardi matin de mars. Monique ne s'était jamais pardonné de ne pas s'être battue plus fort, de ne pas avoir exigé plus de tests plus tôt, d'avoir fait confiance aux médecins qui disaient que tout était normal alors que son cœur de mère savait que ce n'était pas le cas. En regardant Manon maintenant, mince, fragile, portant son manteau rose protecteur, Monique voyait le fantôme de sa fille. Mais cette fois, elle n'allait pas attendre que quelqu'un d'autre sauve cet enfant. Cette fois, elle ferait tout ce qu'il faudrait. Le lendemain matin à l'école, Monique observa Manon encore plus attentivement. Pendant l'heure de lecture, elle remarqua comment les mains de Manon tremblaient légèrement en tenant son livre. Pendant les mathématiques, elle vit comment la petite fille devait poser sa tête sur son bureau entre les problèmes. « Manon, ma puce, comment te sens-tu aujourd'hui » demanda Monique pendant un moment de calme. « Juste un peu fatiguée » répondit Manon avec son courageux sourire habituel. Mamie Jacqueline a eu une nuit difficile. Elle était confuse et pensait que quelqu'un essayait d'entrer dans la maison. J'ai dû rester éveillée pour l'aider à se sentir en sécurité. Le cœur de Monique se serra. Manon, tu aurais dû appeler quelqu'un si tu avais eu peur. Qui aurais-je pu appeler ? Demanda innocemment Manon. Maman n'est pas joignable en ce moment, et je ne veux déranger personne. D'ailleurs, je me suis débrouillée. J'ai fait une tisane chaude à mamie Jacqueline et je lui ai chanté la berceuse que maman me chantait. À ce moment-là, Monique prit une décision qui changerait leur de vie. Elle n'avait pas pu sauver Chloé, mais elle pouvait sauver Manon. Elle ne laisserait pas une autre petite fille s'éteindre pendant que les adultes ne parvenaient pas à agir. Pendant le déjeuner, Monique appela son amie Suzanne Martin, une assistante sociale qu'elle connaissait depuis des années. « Suzanne, j'ai besoin de conseils. J'ai une élève dans une situation très difficile. » Après avoir expliqué les circonstances de Manon sans utiliser son nom, Suzanne resta silencieuse un long moment. « Monique, cet enfant a besoin d'une intervention immédiate. Si ce que tu décris est exact, elle est en danger. La femme âgée a besoin d'une évaluation médicale et l'enfant de soins appropriés. Mais si impliquer les autorités aggrave les choses ? Demanda Monique. Et si ne pas les impliquer signifie que quelque chose de terrible se produit ? Répondit doucement Suzanne. Cet après-midi-là, Monique prit une autre décision. Elle commencerait à tout documenter. L'état de Manon, les besoins de Jacqueline, l'état de leur maison. Elle constituerait un dossier qui ne pourrait être ignoré. Mais d'abord, elle devait comprendre exactement à quel point l'état physique de Manon était grave. « Manon » dit Monique avec précaution alors que l'enfant se préparait à quitter l'école. « J'ai une amie qui est infirmière. Cela te dérangerait-il qu'elle te jette un coup d'œil, juste pour s'assurer que tu es en bonne santé et forte ?» Les yeux de Manon s'écarquillèrent de peur. « Suis-je malade ? Vont-ils m'emmener loin de mamie Jacqueline ?» Le cœur de Monique se brisa face à la terreur dans cette petite voix. « Non, ma puce. Je veux juste m'assurer que tu as tout ce dont tu as besoin pour grandir et être forte. Tu prends si bien soin de ta grand-mère.
Je veux m'assurer que quelqu'un prend soin de toi aussi. Manon réfléchit un instant, puis hocha lentement la tête. D'accord, mais seulement si vous promettez que mamie Jacqueline et moi pourrons rester ensemble. Je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous garder ensemble, dit Monique, pensant chaque mot. Alors que Manon s'éloignait, Monique murmura une prière à sa fille, Chloé. Aide-moi à la sauver, ma petite. Aide-moi à ne pas échouer à nouveau. Demain, ils obtiendraient des réponses, et Monique priait d'être assez forte pour gérer ce qu'ils découvriraient. La douleur passée de Monique la pousse à sauver Manon. Mais l'examen médical qu'elle organise révélera quelque chose que personne n'avait prévu. Monique s'arrangea pour que le docteur Valérie Petit, une infirmière puéricultrice et amie de longue date, rencontre Manon après l'école dans l'infirmerie de l'école. Elle avait expliqué la situation avec soin, soulignant l'état fragile de Manon et la nécessité de faire preuve de douceur. « Manon, je te présente mon ami, le docteur Petit, » dit chaleureusement Monique en entrant dans le petit bureau. « Elle est très gentille et veut juste s'assurer que tu te sens au mieux de ta forme. » Manon serra plus fort son manteau rose, les yeux écarquillés de nervosité. « Est-ce que ça va faire mal ?» Le docteur Petit sourit chaleureusement, s'agenouillant au niveau de Manon. « Pas du tout, ma puce. Je veux juste vérifier ta taille et ton poids, écouter ton cœur et te poser quelques questions. Comme lorsque tu vas chez ton médecin habituel. » « Je n'ai pas vraiment de médecin habituel, » admit doucement Manon. « Maman a dit qu'on n'en avait pas les moyens pour l'instant. » Le docteur Petit et Monique échangèrent un regard significatif. « Eh bien, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je suis ton médecin, et ça ne coûte rien du tout. » Manon retira lentement son précieux manteau rose pour l'examen. Le sang-froid professionnel du docteur Petit resta intact, mais Monique pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux alors qu'elle notait la silhouette extrêmement mince de Manon. « Manon, peux-tu me dire ce que tu manges habituellement au petit déjeuner ?» demanda doucement le docteur Petit en vérifiant le rythme cardiaque de Manon. « Parfois des toasts si on a du pain, et du thé. »« Mamie Jacqueline fait du très bon thé, » répondit Manon. « Et pour le déjeuner et le dîner ?» Manon réfléchit attentivement. « Eh bien, Madame Dubois me donne des collations supplémentaires ces derniers temps, ce qui aide beaucoup. Et pour le dîner, on partage généralement ce qu'on peut trouver. Hier, on a eu des biscuits salés et un peu de beurre de cacahuète. » Le docteur Petit poursuivit son examen, demandant à Manon de monter sur la balance. Quand elle vit les chiffres, elle prit des notes soignées, son expression devenant plus sérieuse. « Manon, est-ce que tu te sens parfois étourdie ou très fatiguée ?» demanda le docteur Petit. « Parfois. Mais mamie Jacqueline a besoin que je sois forte, alors j'essaie de ne pas y penser. »« Tu es une fille très courageuse et attentionnée, » dit doucement le docteur Petit. « Peux-tu me dire, as-tu toujours été aussi mince, ou est-ce quelque chose de nouveau ?» Manon réfléchit à la question. Maman disait que j'étais son petit oiseau parce que j'ai toujours été petite. Mais dernièrement, mes vêtements me semblent vraiment grands. Après l'examen, le docteur Petit demanda à Manon d'attendre dehors pendant qu'elle parlait en privé avec Monique. « Monique, cet enfant est en grave insuffisance pondérale. Dangereusement. Elle a perdu au moins 7 kilos par rapport à ce que devrait être son poids normal pour son âge et sa taille. Mais il y a autre chose. » Monique sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que c'est ? » Certains de ces symptômes ne correspondent pas tout à fait à une malnutrition typique. Son tonus musculaire est plus faible que ce à quoi je m'attendrais. Et il y a d'autres signes qui m'inquiètent. J'aimerais faire des analyses de sang pour écarter toute condition médicale sous-jacente. Des conditions médicales ? La voix de Monique était à peine un murmure. Les souvenirs de Chloé revenaient en force. Ce n'est peut-être rien, mais il vaut mieux vérifier. Parfois, les enfants peuvent avoir des conditions qui affectent la façon dont leur corps traite la nourriture et les nutriments. Avec un traitement approprié, ces conditions sont très gérables. Monique hocha la tête, essayant de rester calme. Que devons-nous faire en premier ? Cet enfant a besoin d'un soutien nutritionnel immédiat. Deuxièmement, j'aimerais faire ces tests le plus rapidement possible. Et troisièmement. Le docteur Petit fit une pause. Monique, cette situation nécessite une intervention professionnelle. Cette femme âgée ne peut pas continuer à s'occuper d'un enfant, et cet enfant ne peut pas continuer à s'occuper d'un adulte. Quand Manon revint dans la pièce,
le docteur Petit lui sourit chaleureusement. Manon, tu es une fille très spéciale et je veux aider à m'assurer que tu restes en bonne santé et forte. Serais-tu d'accord pour que je fasse quelques tests supplémentaires la semaine prochaine, juste pour m'assurer que tout fonctionne parfaitement dans ton corps? Manon regarda Monique nerveusement. Est-ce que les tests m'aideront à mieux m'occuper de mamie Jacqueline? Ils nous aideront à mieux nous occuper de vous deux, dit Monique doucement. Alors qu'elle se préparait à partir, le docteur Petit prit de nouveau Monique à part. Monique, je vais être très direct avec toi. Cet enfant n'a peut-être pas beaucoup de temps si nous n'agissons pas rapidement. Quelle que soit la cause de sa perte de poids, combinée à sa situation de vie actuelle, cela crée une combinaison très dangereuse. Monique sentit la panique familière qu'elle avait connue avec Chloé. Mais cette fois, elle se força à rester concentrée. Quelle est la première étape? Faisons ces analyses de sang immédiatement. Et Monique commence à préparer Manon à la possibilité que de grands changements pourraient survenir dans sa vie. En raccompagnant Manon chez elle cet après-midi-là, la main de la petite fille dans la sienne, Monique réalisa qu'elle se trouvait à un carrefour. Les résultats des tests du docteur Petit détermineraient non seulement l'avenir de Manon, mais aussi si Monique pourrait enfin trouver la rédemption pour l'enfant qu'elle n'avait pas pu sauver il y a 30 ans. Les résultats que le docteur Petit attend révéleront un mystère médical que personne n'avait anticipé. Et Monique est sur le point de faire face à son plus grand défi. 3 jours plus tard, le docteur Valérie Petit appela Monique avec des nouvelles urgentes. Monique, il faut que tu amènes Manon immédiatement. Ces analyses de sang montrent des résultats très préoccupants. Les mains de Monique tremblaient en raccrochant le téléphone. Cet après-midi-là, elle trouva Manon assise seule pendant la récréation comme d'habitude, serrant son manteau rose malgré la douce journée d'automne. Manon, ma puce, le docteur Petit aimerait te revoir aujourd'hui. Elle veut nous parler des résultats de tes tests. Le petit visage de Manon laissa transparaître une lueur de peur. Suis-je très malade, Madame Dubois? Le docteur Petit nous expliquera tout, dit Monique doucement. Mais quoi qu'il arrive, tu n'es plus seule. Au cabinet médical, le docteur Petit s'assit avec elle deux, son expression sérieuse mais bienveillante. Manon, tes analyses de sang montrent que ton corps a des besoins spéciaux. Ton corps ne traite pas certains nutriments de la même manière que celui des autres. C'est pour ça que je suis toujours fatigué. Demanda doucement Manon. Oui, ma puce. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous savons comment t'aider à te sentir beaucoup mieux. Tu auras besoin de vitamines spéciales et d'un régime alimentaire très spécifique. Avec les bons soins, tu pourras devenir forte et en bonne santé. Monique sentit un soulagement l'envahir. Mais les mots suivants du docteur Petit changèrent tout. Cependant, cette condition nécessite un suivi quotidien et des repas spécialisés qui sont assez coûteux. Manon, ma chérie, comprends-tu que ta grand-mère ne soit peut-être pas en mesure de te fournir le niveau de soins dont tu as besoin en ce moment? Les yeux de Manon se remplirent de larmes. Mais je dois m'occuper de mamie Jacqueline. Maman a dit que c'était mon travail. Monique s'agenouilla à côté de la chaise de Manon. Manon, prendre soin des gens que tu aimes ne signifie pas que tu dois tout faire toute seule. Parfois, la chose la plus aimante à faire est de laisser d'autres personnes aider. Ce soir-là, Monique prit une décision qui allait tout changer. Elle appela son amie Brigitte Bernard de la paroisse, puis Thérèse Roux de son club de lecture, et enfin sa voisine Christiane Lambert. En quelques heures, la nouvelle de la situation de Manon et Jacqueline s'était répandue dans leur communauté très unie. Le lendemain matin, Monique arriva à l'école pour trouver Monsieur Henri Legrand, le directeur, qui l'attendait avec des nouvelles surprenantes. Monique, je reçois des appels depuis ce matin de personnes voulant aider votre élève et sa grand-mère. Les dames de la paroisse organisent des livraisons de repas, et quelqu'un a même appelé pour payer les factures d'électricité. Le cœur de Monique se gonfla d'espoir. Vraiment? Il y a plus. Le docteur Petit a appelé pour dire qu'un donateur anonyme veut couvrir toutes les dépenses médicales de Manon. Et, le directeur fit une pause en souriant, la maison des associations de la ville organise ce qu'ils appellent les Anges de Manon, un réseau de soutien pour la famille. Quand Manon arriva à l'école ce jour-là, elle semblait plus petite et plus fragile que jamais. Mais quand Monique lui parla de la réponse de la communauté, quelque chose de magique se produisit. Les gens veulent nous aider? Murmura Manon, les yeux écarquillés d'émerveillement. Oui, ma puce. Toi et mamie Jacqueline n'aurez plus à affronter cela seul.
Pour la première fois depuis que Monique la connaissait, Manon sourit. Un vrai sourire authentique qui illumina tout son visage. Cet après-midi-là, en arrivant à la maison de la rue des Acacias, elles trouvèrent une merveilleuse surprise. 3 femmes de la paroisse de Monique étaient déjà là, aidant doucement Jacqueline à organiser ses médicaments et à nettoyer la maison. Le réfrigérateur était rempli de nourriture nutritive, et quelqu'un avait même apporté un radiateur d'appoint pour chauffer le salon. « Oh, mon Dieu !» dit Jacqueline, l'air confus mais ravi. « Quelle gentille dame !» Elles disent qu'elles sont des amies de l'institutrice de Manon. Manon se tenait dans l'embrasure de la porte, portant toujours son manteau rose. Mais pour la première fois, elle semblait se tenir un peu plus droite. « Madame Dubois », dit doucement Manon en tirant sur la manche de Monique. « Est-ce que ça veut dire que mamie Jacqueline et moi pouvons rester ensemble ?» Monique regarda la scène animée, les femmes de la communauté s'occupant de Jacqueline, la maison chaude, le réfrigérateur plein. Mais elle savait que ce n'était que le début. La condition médicale de Manon nécessitait plus que ce que l'aide bénévole pouvait fournir. « Nous allons faire tout notre possible pour vous garder ensemble », promit Monique. « Mais Manon, il pourrait y avoir de grands changements à venir. Es-tu assez courageuse pour gérer quelques changements si cela signifie que tu seras en meilleure santé et plus en sécurité ?» Manon réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Tant que quelqu'un s'occupe toujours de mamie Jacqueline. » Monique serra doucement la petite fille dans ses bras, sachant que demain apporterait des décisions qui mettraient à l'épreuve le courage de chacun. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, Manon et Jacqueline s'endormiraient dans une maison chaude, le ventre plein, entourées de l'amour de personnes qui se souciaient d'elles. Le soutien de la communauté grandit. Mais Monique est sur le point d'apprendre quelque chose qui rendra la condition médicale de Manon encore plus compliquée que quiconque ne l'imaginait. Le lendemain matin apporta un rebondissement inattendu. Alors que Monique se préparait pour l'école, son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Madame Dubois, ici l'inspecteur Sophie Moreau de la gendarmerie départementale. Je crois comprendre que vous avez aidé une petite fille nommée Manon Leclerc. » Le cœur de Monique s'emballa. « Oui. Y a-t-il un problème ? En fait, j'ai des nouvelles qui pourraient être très bonnes pour Manon. Sa mère, Sandrine Leclerc, va être libérée plus tôt pour bonne conduite. Elle sera à la maison dans 2 semaines. » Monique s'assit lourdement, l'esprit tourbillonnant. « Est-ce que Manon le sait ? C'est pour ça que j'appelle. Sandrine a spécifiquement demandé que vous soyez présente lorsqu'elle dira la vérité à Manon sur l'endroit où elle était. Elle veut le faire de la bonne manière. » 2 heures plus tard, Monique se retrouva dans un endroit inhabituel, le parloir de la maison d'arrêt départementale. Sandrine Leclerc semblait plus jeune que ce à quoi Monique s'attendait, avec les mêmes cheveux blonds et les yeux doux de Manon, bien que marqués par l'inquiétude et l'épuisement. « Madame Dubois, merci beaucoup d'être venue, » dit Sandrine, la voix tremblante d'émotion. « J'ai entendu par les assistantes sociales tout ce que vous avez fait pour Manon et ma mère. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. Parlez-moi de l'état de Manon, » dit doucement Monique. Les médecins ont trouvé quelque chose dans ses analyses de sang. Le visage de Sandrine se décomposa. « J'avais si peur de ça. Manon a toujours été petite, mais avant. Avant que je vienne ici, j'avais remarqué qu'elle perdait du poids. Je voulais l'emmener voir des spécialistes, mais nous n'avions pas de mutuelle, et j'avais déjà du mal à payer les médicaments de ma mère. C'est pour ça que vous. » Commença Monique. « C'est pour ça que j'ai fait ces chèques sans provision, » termina doucement Sandrine. J'étais désespéré. La démence de ma mère s'aggravait. Manon maigrissait, et je ne pouvais pas me permettre de l'aide pour aucune d'elles. Je pensais pouvoir remplacer l'argent avant que les chèques ne soient encaissés, mais... Elle essuya ses yeux. J'ai fait de terribles choix. Le cœur de Monique se brisa pour cette jeune mère. Sandrine, Manon ne sait pas où vous étiez. Elle pense que vous êtes partie pour le travail. Je sais. Je ne pouvais pas supporter qu'elle pense que sa mère était une criminelle, mais je dois lui dire la vérité maintenant. Sandrine regarda Monique avec des yeux désespérés. M'aiderez-vous ? Elle vous fait confiance. Cet après-midi-là, avec une permission spéciale, Sandrine fut autorisée à rencontrer Manon à la maison des associations, en présence de Monique. Manon entra dans la pièce, portant toujours son manteau rose. Mais quand elle vit sa mère,
son visage se transforma de joie pure. « Maman !» Manon courut dans les bras de Sandrine, des larmes coulant sur leurs deux visages. « Ma courageuse fille !» murmura Sandrine en serrant sa fille fort contre elle. « Tu m'as tellement manqué. »« Je me suis bien occupée de mamie Jacqueline, comme tu l'as dit fièrement Manon. Et Madame Dubois nous a aidés. Elle a apporté de la nourriture et s'est assurée que nous n'étions pas seuls. » Sandrine regarda Monique par-dessus la tête de Manon, articulant « Merci » avec des larmes dans les yeux. « Manon, ma chérie, je dois te dire quelque chose de très important, » dit doucement Sandrine, s'asseyant et gardant sa fille près d'elle. « Quand je suis partie, ce n'était pas pour le travail comme je te l'avais dit. » Le visage de Manon devint sérieux. « Où es-tu allée, maman ? » « Je suis allée dans un endroit où les gens vont quand ils font de grosses erreurs. J'ai écrit des chèques sans provision pour essayer d'avoir de l'argent pour la nourriture et les médicaments, et c'est illégal. Donc, j'ai dû aller en prison pour apprendre de mon erreur. » Manon resta silencieuse un long moment, traitant cette information. « Es-tu en difficulté pour toujours ? » Non, ma puce. Je rentre à la maison dans 2 semaines. Mais Manon, il y a des choses que nous devons régler ensemble. À propos de mamie Jacqueline, de ta santé, de la façon dont nous allons redevenir une famille. Manon hocha solennellement la tête. Madame Dubois dit que j'ai quelque chose qui s'appelle une condition médicale. Est-ce que ça veut dire que je suis cassée ? La voix de Sandrine était féroce d'amour. Tu n'es pas cassée, Manon Leclerc. Tu es parfaite, et nous allons t'obtenir toute l'aide dont tu as besoin pour être en bonne santé et forte. À la fin de la visite, Manon serra fort sa mère dans ses bras. Maman, je ne suis pas en colère pour la prison. Madame Dubois m'a appris que les gens font parfois des erreurs, mais ce qui compte, c'est de s'aimer et d'essayer de faire mieux. Monique assista à cette réunion avec des larmes dans les yeux, sachant que les décisions les plus difficiles étaient encore à venir. Le retour de Sandrine résoudrait certains problèmes, mais l'état de santé de Manon et les besoins de soins de Jacqueline exigeraient des solutions qu'aucune d'entre elles n'avait encore imaginées. Mais pour la première fois depuis le début de cette aventure, Monique sentait l'espoir. Cette famille avait quelque chose qui ne pouvait être acheté ni prescrit. Ils avaient l'amour. Et parfois, l'amour était le plus puissant des remèdes. Le retour de Sandrine apporte de l'espoir. Mais la famille est sur le point de faire face à son plus grand défi. Quand la véritable condition médicale de Manon sera enfin révélée. 2 jours après les retrouvailles, le docteur Valérie Petit appela Monique avec des nouvelles urgentes. « Monique, je dois voir Manon immédiatement. Les tests spécialisés sont revenus et nous avons des réponses, mais ce ne sont pas celles que nous attendions. » Monique sentit son estomac se nouer. « Est-ce grave ? » ?»« Très grave, mais aussi très traitable si nous agissons rapidement. S'il te plaît, amène Manon et sa mère à l'hôpital cet après-midi. » Lorsque Sandrine obtint une autorisation de sortie d'urgence pour accompagner Manon au rendez-vous, elles s'assirent toutes les 3 nerveusement dans le bureau du docteur Petit. Manon portait toujours son manteau rose, tenant fermement la main de sa mère et celle de Monique. Le docteur Petit ouvrit un dossier épais et les regarda avec des yeux doux mais sérieux. « Manon, ma puce, tu te souviens que nous avons parlé du fait que ton corps avait des besoins spéciaux ? Eh bien, nous savons maintenant exactement ce qui se passe. Suis-je très malade ? » demanda Manon d'une petite voix. « Tu as quelque chose qui s'appelle une lipodystrophie partielle, » expliqua soigneusement le docteur Petit. « C'est un très grand mot qui signifie que ton corps a du mal à stocker l'énergie comme le font les autres. C'est comme avoir une voiture avec un réservoir d'essence qui a un tout petit trou. Peu importe la quantité de carburant que tu mets, il ne reste pas. » Sandrine serra plus fort la main de Manon. « Est-ce que sa vie est en danger ? » Avec un traitement approprié, les enfants atteints de cette maladie peuvent vivre une vie tout à fait normale, les assura le docteur Petit. Mais Manon, cela explique pourquoi tu as été si fatiguée et pourquoi manger de la nourriture normale n'a pas suffi à te faire prendre du poids. Monique sentit des larmes de soulagement et d'inquiétude se mélanger. À quoi ressemble le traitement ? Manon aura besoin de compléments nutritionnels spéciaux, d'un suivi régulier et d'un régime alimentaire très spécifique. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que nous l'aurons stabilisée, elle commencera à se sentir beaucoup plus forte et plus énergique. Manon parut confuse. « Est-ce que ça veut dire que je suis née cassée ? » « Oh non, ma puce, dit chaleureusement le docteur Petit.
Cela signifie que tu es né spécial. Ton corps fonctionne juste différemment, comme certaines personnes ont besoin de lunettes pour voir clairement. Tu auras besoin d'une nourriture spéciale pour rester en bonne santé, mais cela ne te rend pas moins incroyable. La voix de Sandrine était tremblante. Docteur, combien coûtera ce traitement? Je n'ai pas encore de mutuelle, et je n'ai même pas trouvé de travail. Le docteur Petit sourit. C'est là qu'intervient une merveilleuse nouvelle. La communauté que Madame Dubois a mobilisée a collecté suffisamment d'argent pour couvrir le traitement de Manon pendant une année entière, et il existe un programme de l'État qui peut t'aider avec les coûts continus. Les yeux de Manon s'écarquillèrent. Des gens que je ne connais même pas veulent m'aider. Des gens qui savent que tu es spécial veulent t'aider, corrigea doucement Monique. Mais il y a autre chose dont nous devons discuter, poursuivit le docteur Petit. L'état de Manon signifie qu'elle a besoin de soins très constants. Manquer des repas ou des traitements pourrait être dangereux. Sandrine parut paniquée. Je peux apprendre à tout faire parfaitement. Je suivrai chaque instruction à la lettre. Je sais que vous le ferez, dit gentiment le docteur Petit. Mais vous avez aussi votre mère à charge. Et vous aurez besoin de temps pour trouver du travail et vous remettre sur pied. Manon pourrait bénéficier d'un soutien supplémentaire. Quel genre de soutien? Demanda Manon. Eh bien, il y a une famille merveilleuse en ville, les Durand, qui sont spécialisés dans l'accueil d'enfants ayant des besoins médicaux. Ce ne sont pas des étrangers. Madame Durand est en fait bénévole à ton école. Ils ont proposé de t'accueillir chez eux pendant la semaine pendant que ta maman s'installe, et tu pourrais passer les week-ends à la maison. Le visage de Manon s'assombrit. Mais qui s'occupera de mamie Jacqueline? Monique intervint. Manon, tu te souviens de ces dames de la paroisse qui ont aidé? Elles ont organisé un planning pour voir ta grand-mère tous les jours, et ta maman sera là aussi. Les yeux de Sandrine se remplirent de larmes. Manon, ma chérie, je veux ce qui est le mieux pour toi. Si rester chez les Durand pendant la semaine signifie que tu seras en meilleure santé et plus forte, alors peut-être que nous devrions essayer. Manon resta silencieuse un long moment, serrant son manteau rose. Est-ce que j'irai toujours à l'école avec Madame Dubois? Tous les jours, promit Monique. Et je m'assurerai que tu vois régulièrement ta maman et ta grand-mère. Et quand je serai de nouveau vraiment forte, je pourrai rentrer pour de bon. C'est l'objectif, confirma le docteur Petit. C'est temporaire, juste le temps que tout le monde soit installé et en bonne santé. Manon regarda autour de la pièce les 3 femmes qui étaient devenues son système de soutien. D'accord, dit-elle doucement. Mais puis-je garder mon manteau rose avec moi? Bien sûr, dit Sandrine en embrassant le front de sa fille. Ce manteau t'a gardé en sécurité tout ce temps. Il peut continuer à te protéger un peu plus longtemps. En quittant l'hôpital, Monique réalisa qu'elles avaient franchi un cap crucial. Pour la première fois, l'avenir de Manon semblait brillant et sûr. Mais elle savait aussi que la partie la plus difficile était encore à venir, aider cette courageuse petite fille à s'adapter à une vie où l'on s'occupait enfin vraiment d'elle. Le mystère médical de Manon est résolu, mais le plus grand défi émotionnel les attend alors que cette famille apprend à guérir ensemble. Une semaine plus tard, Monique se tenait dans la cuisine chaleureuse du gîte de la famille Durand, regardant Manon manger lentement un petit déjeuner spécialement préparé pour sa condition. Manon portait toujours son manteau rose, bien qu'elle ait accepté de l'ouvrir pendant les repas. Nathalie Durand, une femme douce d'une 50aine d'années qui avait élevé 3 enfants ayant des besoins spéciaux, était assise à côté de Manon avec une patience infinie. « Comment te sens-tu aujourd'hui, ma puce ?» demanda Nathalie. « Plus forte, admit doucement Manon. Mais mon lit me manque. » Le cœur de Monique se serra pour la petite fille. « Manon, ta maman a appelé ce matin. Elle a trouvé un travail à temps partiel à l'épicerie, et mamie Jacqueline a eu une très bonne journée hier. Madame Patterson de la paroisse a dit qu'elle s'était souvenue du nom de tout le monde. » Le visage de Manon s'éclaira légèrement. « Vraiment? Je peux les voir aujourd'hui? » Après l'école, promit Monique. « Et ce week-end, tu passeras tout le temps à la maison. » À l'école ce matin-là, Monique remarqua des changements remarquables chez Manon. La nutrition spécialisée fonctionnait déjà. Les mains de Manon ne tremblaient plus, et elle pouvait se concentrer plus longtemps sur ses leçons. Pendant l'heure de lecture, Manon leva la main pour la première fois depuis des semaines. « Madame Dubois,
j'ai fini tout le chapitre et j'ai tout compris. Les autres enfants de la classe avaient également remarqué l'amélioration de Manon. Pendant la récréation, au lieu de rester assise seule, Manon fut invitée à jouer à la marelle. Manon va mieux, annonça Léo Gauthier, un camarade de classe qui s'était discrètement inquiété pour elle. Elle court plus vite maintenant. Monique regarda par la fenêtre Manon rire vraiment, en jouant avec les autres enfants. C'était le plus beau son qu'elle ait entendu depuis des mois. Après l'école, Monique conduisit Manon à son ancienne maison de la rue des Acacias. La transformation était remarquable. Le jardin était entretenu, les fenêtres propres, et une lumière chaude brillait de l'intérieur. Sandrine les accueillit à la porte, l'air plus saine et plus reposé que Monique ne l'avait jamais vu. « Maman !» Manon courut dans ses bras. « Ma courageuse fille !» murmura Sandrine. « Tu m'as tellement manqué. Regarde comme tu as l'air plus forte déjà. » À l'intérieur, elles trouvèrent Jacqueline assise dans son fauteuil préféré, faisant un puzzle simple avec l'une des bénévoles de la paroisse. Manon, le visage de Jacqueline s'illumina de reconnaissance. « Ma douce petite fille, viens me raconter ton école. » Pendant les 2 heures suivantes, Monique assista à quelque chose de magique. Manon aida sa grand-mère avec le puzzle, lui parla de ses nouveaux amis chez les Durand, et partagea des histoires sur sa santé qui s'améliorait. Sandrine écoutait chaque mot, des larmes de joie dans les yeux. « Maman, » dit Manon pendant le dîner, « Madame Durand m'a appris à mesurer mes portions de nourriture spéciale. Quand je rentrerai pour de bon, je pourrai t'aider à apprendre. » « J'adorerais ça, » répondit Sandrine. « Manon, je veux que tu saches à quel point je suis fière de toi. Tu as été si courageuse à travers tout ça. » Manon resta silencieuse un moment, puis demanda, « Maman, es-tu triste que je doive rester chez les Durand pendant la semaine ?» Sandrine s'agenouilla au niveau de Manon. « Manon, je ne suis triste de rien qui te rend plus saine et plus forte. Les Durand nous aident à prendre le meilleur soin de toi, et c'est un cadeau. Et Madame Dubois sera toujours mon institutrice. » Tous les jours, confirma Monique. À la fin de la soirée, Manon serra fort sa grand-mère et sa mère dans ses bras. « Je vous aime tellement, et j'aime Madame Dubois aussi. » Le cœur de Monique déborda. « Je t'aime aussi, ma puce. » En retournant au gîte des Durand, Manon était inhabituellement bavarde. « Madame Dubois, pensez-vous que mon manteau rose m'a aidé à rester en sécurité jusqu'à ce que vous me trouviez ?» Monique jeta un coup d'œil dans le rétroviseur au visage pensif de Manon. « Je pense que ton manteau était très spécial, Manon. Mais sais-tu ce que je pense qui t'a vraiment gardé en sécurité ? Quoi ? Ton cœur courageux et ton amour pour ta famille. C'est la protection la plus forte que l'on puisse avoir. » Manon sourit et serra son manteau. « Peut-être que bientôt, je n'aurai plus besoin de le porter tout le temps. » Peut-être, acquiesça Monique. « Mais tu peux le garder aussi longtemps que tu le souhaites. » En arrivant dans l'allée des Durand, Monique réalisa que Manon apprenait enfin quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, qu'elle pouvait être soignée tout en prenant soin des autres. Que accepter de l'aide ne signifiait pas renoncer à l'amour. Et qu'être en sécurité ne signifiait pas être seule. Demain apporterait de nouveaux défis. Mais ce soir, Manon dormirait paisiblement, entourée de personnes qui comprenaient exactement ce dont elle avait besoin pour s'épanouir. Manon guérit enfin. Mais il y a une dernière surprise qui amènera cette histoire à sa conclusion la plus réconfortante. 3 semaines après le début de la nouvelle routine de Manon, Monique reçut un appel qui allait tout changer. La voix du docteur Petit était excitée alors qu'elle annonçait une nouvelle inattendue. « Monique, j'ai été contactée par la Fondation de recherche médicale pour les enfants. Ils ont entendu parler du cas de Manon et veulent t'offrir quelque chose d'extraordinaire. » Le cœur de Monique fit un bond. Quel genre d'offre ? Ils veulent présenter l'histoire de Manon dans leur campagne de sensibilisation sur les maladies rares de l'enfance, mais plus important encore, ils proposent de couvrir toutes ses dépenses médicales de façon permanente, et ils veulent créer un fonds de bourse à son nom pour d'autres enfants atteints de conditions similaires. Monique s'assit, bouleversée. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que cela signifierait pour Manon ? Cela signifie qu'elle deviendrait une jeune ambassadrice pour les enfants atteints de lipodystrophie. Rien d'effrayant ou d'écrasant, juste partager son histoire pour aider d'autres familles. Et Monique, il y a autre chose. Ils veulent aussi t'honorer pour ton engagement et ton dévouement.
Cet après-midi-là à l'école, Monique observa Manon pendant le cours d'art plastique. La petite fille commençait enfin à enlever son manteau rose pendant les activités intérieures chaudes, bien qu'elle le garde toujours à proximité. Ses joues avaient retrouvé une lueur rose et saine, et son niveau d'énergie s'était considérablement amélioré. « Madame Dubois », dit Manon en s'approchant avec son dernier dessin. « J'ai fait ça pour vous. » L'image montrait deux personnages se tenant la main, un grand et un petit, devant une école. Au-dessus d'eux, Manon avait dessiné un grand soleil jaune avec les mots « Merci » écrits de sa soigneuse écriture de 8 ans. « Manon, c'est magnifique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner ça? Je voulais vous montrer comment vous rendez tout ensoleillé, même quand les choses semblent effrayantes, expliqua Manon. Avant que vous nous aidiez, tout semblait sombre. Maintenant, tout semble lumineux. Monique sentit des larmes lui monter aux yeux. Manon, que dirais-tu de partager ton histoire pour aider d'autres enfants qui pourraient traverser ce que tu as traversé? Les yeux de Manon s'écarquillèrent d'intérêt. Vous voulez dire d'autres enfants qui ont faim et peur? Oui. Et d'autres enfants qui ont la même condition médicale que toi. Il y a des médecins qui pensent que ton histoire pourrait aider de nombreuses familles. Manon réfléchit sérieusement un moment. Devrais-je être courageuse? Tu as déjà été la personne la plus courageuse que je connaisse, l'assura Monique. Il s'agirait juste de partager ce courage avec d'autres. Et est-ce que maman et mamie Jacqueline iraient bien pendant que je fais ça? Elles iraient plus que bien. En fait, cela aiderait à s'assurer que votre famille ait tout ce dont elle a besoin pour toujours. Ce soir-là, Monique rencontra Sandrine et les Durand pour discuter de la proposition de la fondation. Les yeux de Sandrine se remplirent de larmes en apprenant l'opportunité. Manon aiderait vraiment d'autres enfants en partageant son histoire? Demanda Sandrine. Son histoire montre que même lorsque les choses semblent impossibles, il y a des gens qui se soucient et des solutions qui peuvent fonctionner, expliqua Monique. Mais plus important encore, elle montre que les enfants peuvent être incroyablement forts et aimants même dans des circonstances difficiles. Quand Manon arriva pour la réunion de famille, elle écouta attentivement les adultes expliquer l'offre de la fondation. Donc, si je raconte aux gens comment Madame Dubois nous a aidés et comment les médecins ont découvert ma condition spéciale, ça pourrait aider d'autres enfants? Demanda Manon. Exactement, confirma Sandrine. Manon regarda autour de la pièce tous les adultes qui étaient devenus son système de soutien. Est-ce que je vivrai toujours chez les Durand la semaine et rendrai visite à maman et mamie Jacqueline le week-end? Aussi longtemps que tu en auras besoin, oui, l'assura Nathalie Durand. Et Madame Dubois sera toujours mon institutrice. Je ne manquerai ça pour rien au monde, promit Monique. Manon se leva et se dirigea vers la chaise de Monique. Madame Dubois, vous vous souvenez quand vous m'avez vu pour la première fois dans mon manteau rose et que vous avez pensé que quelque chose n'allait pas? Je me souviens. J'avais peur que si les gens me voyaient vraiment, ils n'aimeraient pas ce qu'ils trouveraient. Mais vous avez regardé quand même, et vous m'avez quand même aimé. La voix de Monique était épaisse d'émotion. Manon, ce que j'ai trouvé, c'est la petite fille la plus remarquable que j'ai jamais connue. Manon sourit. Alors, oui, je veux aider d'autres enfants à savoir que quelqu'un les cherchera aussi, et qu'avoir des besoins spéciaux ne signifie pas être seul. À la fin de la réunion, Manon mit son manteau rose pour retourner au gîte des Durand. Mais pour la première fois, elle le laissa ouvert et Monique remarqua qu'elle se tenait plus droite que jamais. Madame Dubois, dit Manon en arrivant à la porte. Je crois que je suis prête à commencer à aider d'autres personnes maintenant, tout comme vous m'avez aidé. Monique serra dans ses bras la petite fille qui avait changé sa vie à jamais. Je pense que tu as aidé les gens depuis le début, Manon. Maintenant, le monde entier va pouvoir voir à quel point tu es spécial. Le parcours de Manon, de l'ombre à la lumière, est presque terminé. Mais il y a une dernière belle surprise qui apportera des larmes de joie à tous les participants. 6 semaines plus tard, Monique se tenait dans les coulisses de la maison des associations de l'Île-sur-la-Sorgue, ajustant la nouvelle robe de Manon, une magnifique robe rose assortie à son cher manteau. La Fondation de recherche médicale pour les enfants avait organisé un événement de sensibilisation spéciale, et Manon s'apprêtait à partager son histoire avec un public de médecins, de familles et de membres de la communauté. « Es-tu nerveuse, ma puce ?» demanda doucement Monique. Manon secoua la tête, surprenant Monique par son calme et sa confiance. « Non, Madame Dubois. Je me suis entraînée avec maman et les Durand.
Je sais exactement ce que je veux dire. Dans les semaines précédant cet événement, Manon s'était transformée d'une manière qui allait bien au-delà de l'amélioration de sa santé. Elle prenait du poids régulièrement, son énergie était débordante, et le plus remarquable, elle était devenue un leader naturel parmi ses camarades de classe. Les enfants qui avaient à peine remarqué la fille silencieuse au manteau rose cherchaient maintenant ses conseils et son amitié. Manon Leclerc, une femme aimable avec un presse-papier, s'approcha d'eux. « Je suis le docteur Isabelle Girard de la Fondation. Êtes-vous prête à rencontrer des personnes très spéciales ?» Manon hocha la tête avec empressement, et Monique fut étonnée de voir à quel point la petite fille était devenue posée. En se dirigeant vers la salle principale, Monique vit le public se rassembler. Sandrine était assise au premier rang à côté de Jacqueline, qui avait un de ses jours les plus clairs. La famille Durand était là, ainsi que le docteur Petit et, étonnamment, de nombreux camarades de classe de Manon avec leurs familles. Mais ce qui coupa le souffle à Monique, c'est le groupe d'enfants assis ensemble dans une section spéciale. Tous des patients atteints de diverses maladies rares. Tous portaient des rubans roses vifs en l'honneur du manteau de Manon. « Madame Dubois », murmura Manon en voyant aussi les enfants. « Sont-ce les enfants comme moi ? Certains d'entre eux ont la même condition que toi, et d'autres ont des besoins spéciaux différents. Mais oui, ce sont tous des enfants qui comprennent ce que c'est que d'être différents. » Quand ce fut au tour de Manon de parler, Monique regarda depuis le côté de la scène la petite fille marcher avec confiance jusqu'au microphone. Quelqu'un l'avait ajustée à sa taille, et elle regarda le public avec des yeux clairs et brillants. « Bonjour à tous », commença Manon, sa voix forte et claire. « Je m'appelle Manon Leclerc, et je veux vous parler de mon manteau rose. » Elle brandit le manteau qui l'avait protégée pendant tant de mois. Pendant longtemps, ce manteau était la seule chose qui me faisait me sentir en sécurité. Je le portais tous les jours parce que j'avais peur que si les gens voyaient la vraie moi, ils n'aimeraient pas ce qu'ils trouveraient. Monique sentit les larmes commencer à couler alors que Manon continuait. J'avais souvent faim, j'étais très maigre et je pensais que quelque chose n'allait pas chez moi. Je m'occupais de ma grand-mère parce que je l'aime, mais j'avais peur et j'étais tout le temps fatigué. Manon regarda directement Monique. Mais alors Madame Dubois m'a vu, vraiment vu, et au lieu de se détourner, elle a décidé de m'aider. Elle m'a montré qu'être différent ne signifie pas être seul. Le public était complètement silencieux, suspendu à chaque mot. J'ai appris que j'ai une condition médicale spéciale qui fait que mon corps fonctionne différemment de celui des autres. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Avec la bonne aide et les bonnes personnes qui se soucient de moi, je peux tout faire. Manon fit un geste vers les enfants dans la section spéciale. Je veux que tous les enfants ici qui se sentent différents ou effrayés sachent qu'il y a toujours des gens qui vous aideront. Parfois, il faut juste être assez courageux pour les laisser vous voir. Elle brandit son manteau rose une dernière fois. J'aime toujours ce manteau parce qu'il me rappelle mon parcours. Mais je n'ai plus besoin de me cacher parce que j'ai appris la chose la plus importante de toutes, je vaux la peine d'être aidé. Je vaux la peine d'être aimé. Et je ne suis jamais, jamais seul. Le public éclata en applaudissements. Mais Manon n'avait pas fini. Madame Dubois m'a appris qu'aider les gens, ce n'est pas seulement leur donner les choses dont ils ont besoin. C'est les voir comme spéciaux et importants. Alors, je veux aider d'autres enfants à se sentir spéciaux et importants aussi. Sur ce, Manon se dirigea vers le groupe d'enfants ayant des besoins spéciaux et commença à distribuer de petits rubans roses. Ceux-ci sont pour nous tous, annonça-t-elle, pour nous rappeler que nous sommes tous courageux et spéciaux à notre manière. Monique regarda à travers ses larmes Manon serrer chaque enfant dans ses bras, lui chuchotant des mots d'encouragement. C'était la même petite fille qui s'était assise silencieusement au fond de sa classe il y a à peine 3 mois, trop effrayée pour enlever son manteau. Le docteur Girard s'approcha du microphone. Mesdames et messieurs, grâce au courage de Manon à partager son histoire, nous avons déjà reçu suffisamment de dons ce soir pour aider 50 familles à obtenir les soins médicaux dont leurs enfants ont besoin. Mais la plus grande surprise était encore à venir. Sandrine se leva du public, des larmes coulant sur son visage. Manon, ma chérie, maman peut-elle dire quelque chose? Manon hocha la tête, rayonnante en regardant sa mère. Il y a 3 mois, je pensais avoir échoué avec ma fille. Mais Manon, tu m'as appris que l'amour signifie laisser les gens nous aider, et qu'être forte signifie accepter le soutien des autres. Tu as sauvé toute notre famille en étant assez courageuse pour faire confiance à Madame Dubois.
Monique sentit que son cœur allait éclater de fierté et de joie en regardant le visage de Manon s'illuminer de pur bonheur. La soirée se dirige vers un dernier beau moment qui amènera l'incroyable parcours de Manon à sa conclusion la plus réconfortante. Alors que l'événement de la fondation touchait à sa fin, une scène émouvante se déroula. Des enfants se rassemblèrent autour de Manon, impatients de partager leur propre bataille contre la maladie. Parmi eux se trouvait Léa Dupont, une fillette timide dans un manteau violet, qui révéla qu'elle souffrait de la même condition que Manon. Les deux se lièrent d'amitié instantanément, brisant l'isolement de Léa alors que Manon lui promettait son amitié, prouvant que la douleur partagée pouvait forger des liens profonds. Le docteur Petit interrompit ce moment avec des nouvelles stupéfiantes pour Monique. L'histoire de Manon avait eu des répercussions dans la communauté, menant à l'identification de 12 autres enfants souffrant en silence de la même maladie rare. Mais l'impact ne s'arrêta pas là. Le docteur Petit annonça des plans pour créer la Fondation Manon Leclerc, un programme spécialisé conçu pour former les éducateurs à reconnaître les signes de détresse médicale et familiale. Il demanda à Monique de la diriger. Entendant cela, Manon rayonna, ravie à l'idée que d'autres enseignants pourraient apprendre à voir les enfants invisibles, tout comme Monique l'avait vu. Pendant le trajet de retour vers le gîte des Durand, l'atmosphère devint réfléchie. Manon avoua qu'elle croyait autrefois que son manteau rose la protégeait du monde, mais elle comprenait maintenant qu'il n'avait fait que cacher son besoin d'aide. Elle partagea une profonde prise de conscience, la vulnérabilité offre aux autres le cadeau de ressentir la joie d'aider. À leur arrivée, Manon prit une décision qui marqua sa transformation complète. Elle dit à Monique qu'elle était prête à donner son cher manteau rose à Léa. Elle expliqua que la vraie protection vient de l'amour et des gens, pas du fait de se cacher derrière un vêtement. Monique fut émue aux larmes par la sagesse de Manon, réalisant que la fille n'était plus une victime, mais une source de force. Le parcours de Manon avait bouclé la boucle. Elle transmettrait son armure à quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Monique se préparait à honorer sa défunte fille, Chloé, en s'assurant, grâce à la nouvelle fondation, que le cri silencieux d'aucun enfant ne resterait jamais sans réponse. 6 mois plus tard, Monique est revenue enseigner de façon permanente à l'école primaire Les Tilleuls. Elle observe avec fierté Manon, maintenant en bonne santé et rayonnant de confiance, réconforter une nouvelle élève renfermée nommée Inès Lefebvre. Manon s'est transformée d'une enfant effrayée en une leader compatissante, repérant instinctivement d'autres enfants qui se sentent seuls et appliquant l'empathie qu'elle a apprise pendant sa propre guérison. Plus tard, Sandrine Leclerc visite la classe pour une présentation de la Fondation Manon Leclerc. Sandrine travaille maintenant comme aide-soignante, inspirée par les professionnels qui ont aidé sa fille. Debout à côté de sa mère, Manon dit à ses camarades de classe que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une manière courageuse de laisser les gens vous aimer. L'impact de leur parcours s'étend bien au-delà de la salle de classe. Le docteur Petit appelle avec la nouvelle que la Fondation a déjà identifié et soutenu plus de 200 enfants dans 5 départements. Ce soir-là, Monique rend visite à Jacqueline dans son nouvel EHPAD Les Glycines. Avec une clarté surprenante, Jacqueline insiste sur le fait que Monique n'a pas seulement aidé. Elle a sauvé Manon en choisissant de regarder de plus près quand les autres détournaient le regard. Monique se rend ensuite au cimetière communal, sur la tombe de sa fille Chloé, murmurant que bien qu'elle n'ait pas pu sauver son propre enfant, sauver Manon a prouvé que l'amour peut naître de la perte. Le lendemain matin, Manon surprend Monique avec une photographie encadrée. L'inscription remercie Monique pour le plus grand cadeau de tous, le cadeau d'être vue. Quand Manon demande si Monique continuera à enseigner aux autres comment repérer les enfants invisibles, Monique promet qu'elle le fera. Alors que Manon s'éloigne en sautillant pour aider un autre élève, Monique réalise que le manteau rose n'est plus nécessaire pour la protection. Manon protège maintenant les autres avec son propre regard aimant, prouvant que se voir vraiment les uns les autres est un acte miraculeux qui guérit les communautés.